Il est des histoires qui naissent dans le vacarme assourdissant du métal qui grince, dans la lumière rouge clignotante des alarmes et dans l'odeur brûlante du kérosène. Des histoires où la frontière entre la vie et la mort ne tient qu'à un souffle ou à la compétence d'une seule personne. Ce jour-là, à 10 000 mètres d'altitude, alors qu'un Boeing 757 se transformait en projectile incontrôlable, personne ne savait encore que le destin de 342 âmes reposerait entre les mains d'une femme que l'on avait humiliée à peine 2 heures plus tôt. Cette femme s'appelait Diana Foster. L'alarme d'urgence de l'avion de ligne Pacific Airlines, vol 837, déchirait l'air comme un hurlement désespéré. Dans le cockpit, les voyants rouges clignotaient frénétiquement, chaque flash semblant marteler une évidence, la catastrophe était imminente. Le capitaine Richards, inanimé, gisait la tête ensanglantée, après avoir heurté le tableau de bord lors d'une première turbulence violente. Le copilote Bradley, seul, luttait contre des commandes qui ne répondaient plus. Sa voix tremblante résonnait dans le micro. « Mayday, Mayday, ici le vol Pacific Airlines 837. Nous avons perdu tout contrôle de l'appareil. » Pendant ce temps, dans la cabine, la panique était totale. Les masques à oxygène se balançaient violemment, les bagages s'écrasaient dans les allées et les cris formaient un chœur de terreur brute. Au milieu de ce chaos, une femme restait étrangement calme. Siège 16A, Diana Foster, 34 ans, observait la descente avec une précision presque mathématique. Ses yeux analysaient instinctivement l'angle d'attaque, la vitesse relative, la réaction des gouvernes. Elle ne voyait pas une fatalité, mais un problème à résoudre. L'alarme d'urgence du vol Pacific Airlines 837 hurlait comme une sirène de fin du monde. Le bruit métallique se mêlait à un clignotement rouge qui illuminait le cockpit d'éclats sanglants, projetant sur les visages des ombres inquiétantes. Chaque flash semblait compter les secondes avant l'impact. À 10 000 mètres d'altitude, le Boeing 757 chutait, ventre ouvert à la gravité, comme aspiré par la terre. Le capitaine Richards était inanimé. Sa tête reposait lourdement sur le côté, une plaie béante à l'arcade sourcilière, laissant couler un filet de sang qui traçait une ligne rouge jusqu'à son col. Le copilote Bradley, blême, crispait ses mains sur un manche qui refusait de répondre. « Mayday, Mayday, ici le vol Pacific Airlines 837. Nous avons perdu tout contrôle de l'appareil. » Sa voix tremblait, se brisant sous la panique brute. Dans la cabine, c'était un autre enfer. Les masques à oxygène dansaient comme des pendules affolées, les bagages volaient dans les allées, percutant épaules et visages. Des cris aigus se mêlaient aux pleurs d'enfants, formant une rumeur apocalyptique. Et pourtant, au siège 16A, une femme ne criait pas. Diana Foster, 34 ans, le regard fixé sur le hublot, observait la descente avec la froideur méthodique d'un radar. Ses yeux analysaient instinctivement l'angle d'attaque, la vitesse relative, la réaction des gouvernes. Elle ne voyait pas un cercueil volant. Elle voyait un calcul, une trajectoire, une solution. À peine 2 heures plus tôt, l'aéroport bruissait du tumulte habituel. Annonces dans les haut-parleurs, roulement métallique des valises, éclats de rire de groupes en partance. Au comptoir d'embarquement du vol 837, Diana Foster s'était avancée vers le poste d'accueil de l'équipage, son sac de cabine à l'épaule. C'était pour elle une simple formalité, se présenter à l'équipage en tant que pilote certifié, comme le veut l'usage entre professionnels lorsque l'on voyage en tant que passager. Elle avait sorti son portefeuille, prête à tendre son licence de pilote de ligne et sa carte d'ancien officier de l'US Air Force, mais le capitaine Richards n'avait même pas levé les yeux. « Oh, encore une hôtesse qui se prend pour un pilote !» avait-il lâché, la voix basse, mais assez forte pour que son copilote entende. Le copilote Bradley avait pouffé. « Ah oui, bientôt elles voudront aussi piloter des porte-avions, tiens !» Diana avait rangé ses documents, le visage impassible, mais son estomac s'était noué. Ce n'était pas la première fois qu'on lui jetait ce genre de pique, mais rarement avec autant de mépris cru. Richard s'était penché vers Bradley, croyant être discret. Ces quotas de diversité sont en train de tuer l'aviation. Bientôt on recrutera des pilotes au tirage au sort. Ils avaient ri, un rire sec et condescendant. Puis Richard avait levé la voix, comme pour s'assurer que d'autres entendent. « Installez-vous à votre place, madame. Laissez les hommes travailler. » Des têtes s'étaient tournées. 2 autres pilotes en uniforme passant par là s'étaient arrêtés pour savourer le spectacle.
L'un d'eux avait même sorti discrètement son téléphone, immortalisation probable pour un groupe WhatsApp où l'on moquerait une autre forme qui se croit Top Gun. Diana avait serré les dents, planté son regard dans celui de Richards une seconde, puis s'était éloignée sans un mot. Ce qu'ils ignoraient tous, c'est qu'elle avait été la première femme noire à piloter un F-22 Raptor en mission de combat, avec plus de 3000 heures de vol, et une spécialité, les atterrissages d'urgence que personne d'autre n'osait tenter. En s'asseyant au siège 16A, elle s'était promise de se souvenir de chaque ricanement, chaque mot, non pas pour se venger, mais parce qu'un jour, elle le savait, la vie leur prouverait à quel point ils se trompaient. L'avion vibrait comme une bête blessée. Les secousses secouaient les passagers de gauche à droite, projetant certains contre leur siège, d'autres dans l'allée. Les pleurs d'enfants se mêlaient à des prières haletantes. Chaque alarme qui hurlait semblait annoncer « Il ne reste plus beaucoup de temps ». Diana détacha calmement sa ceinture. Autour d'elle, les passagers paniqués la regardaient, interloqués, comme si son sang-froid les effrayait plus encore que les turbulences. Une hôtesse, la gorge serrée, se frayait un passage dans l'allée. Ses mains tremblaient alors qu'elle tentait de calmer une mère qui serrait son bébé contre elle. Diana l'intercepta doucement. « Je dois aller au cockpit, maintenant. »« Madame, tous les passagers doivent rester assis pendant l'urgence » cria l'hôtesse, sa voix couverte par le vacarme des alarmes. Diana planta ses yeux dans les siens. « Je suis pilote certifié, ancien officier de l'Air Force. Si vous voulez avoir une chance de survivre, ouvre-moi ce cockpit. » Un bref instant, l'hôtesse hésita, comme suspendue dans le temps. Puis, lisant quelque chose dans le regard ferme de Diana, elle hocha la tête. Elles commencèrent à avancer dans l'allée, bousculées par les secousses, frôlant les mains crispées qui s'accrochaient aux accoudoirs. À l'avant, derrière la porte blindée, les hommes qui l'avaient humiliée quelques heures plus tôt luttaient pour sauver leur peau. Diana eut un sourire imperceptible. Pas de triomphe, pas de rancune. Juste la conscience froide qu'elle allait leur donner, à tous, une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. La porte du cockpit se referma derrière elle, dans un claquement sec, coupant d'un coup le vacarme de la cabine. Ici, c'était un autre chaos. Voyant rouge clignotant, écran saturé d'alerte, odeur âcre de circuit surchauffé. Bradley était à moitié penché sur les commandes, le visage inondé de sueur, les mains crispées au point d'en blanchir les jointures. Richard gisait toujours inconscient, sa tête ballottant légèrement à chaque secousse. Bradley leva les yeux, désespéré, et mit une seconde à la reconnaître. « Vous êtes pilote ? Par pitié, dites-moi que vous savez quoi faire. » Diana le fixa, silencieuse. Elle aurait pu lui rappeler ses ricanements à l'aéroport. Elle aurait pu répéter mot pour mot son « laissez les hommes travailler ». Mais il y avait 342 vies suspendues à ses gestes. « Le siège, maintenant !» Sa voix était calme, tranchante. Bradley hésita, puis recula, cédant la place. C'est là que ses yeux la reconnurent vraiment. « C'est vous ?» »« Oui, la pilote Kota qui va te sauver la vie. » Elle s'installa, ajusta rapidement la position et ses mains trouvèrent les commandes comme si elles y avaient toujours été. Son regard balayait les instruments, analysant la situation à une vitesse vertigineuse. Hydraulique principale morte, secondaire faiblissante, flaps à la dérive. Elle parlait pour elle-même, mais chaque mot sonnait comme une feuille de route dans ce cockpit à l'agonie. « Bradley, surveille la pression carburant. Si elle descend encore, tu me le dis immédiatement. » Il obéit, muet. Le contraste était brutal. 2 heures plus tôt, il la traitait avec condescendance. Maintenant, il n'était plus qu'un copilote obéissant pendu à ses instructions. Diana tira un levier avec la précision d'un chirurgien. L'avion répondit par un frisson subtil, un signe qu'il restait encore une chance. Dans sa tête, les images de ses missions en Afghanistan défilaient. Atterrissage sur piste improvisée, moteur fumant, tir ennemi à portée. Rien, absolument rien dans cette cabine ne l'effrayait. Elle inspira profondément. « On va le poser, mais à ma façon. » Un bip strident retentit sur le tableau de bord. Bradley jeta un coup d'œil à l'écran de carburant et pâlit. « Réserve critique, 15 minutes de vol tout au plus. » Diana leva les yeux vers le hublot du cockpit. En dessous, ce n'était qu'un désert de montagnes enneigées et de forêts épaisses, sans trace d'habitation, encore moins d'aéroport. Pour la plupart des pilotes, c'était un verdict. Pas de piste, pas de survie. Mais dans son esprit, une image s'imposa. Une carte consultée rapidement lors du briefing sécurité. Un détail que la plupart auraient oublié. Un ancien aérodrome militaire, vestige de la guerre froide, abandonné depuis des décennies
et absent des cartes civiles modernes. Elle ajusta légèrement le cap. « Bradley, contacte le contrôle aérien de Denver, code rouge maximal. Transmets les coordonnées que je vais te donner. »« Il n'y a rien dans cette zone, » protesta-t-il. « Fais-le, sauf si tu veux que je réveille Richards pour reprendre les commandes. » Bradley jeta un coup d'œil au capitaine, toujours inconscient, et se mit à émettre. Diana énonça calmement les coordonnées, comme si elle dictait une adresse banale. Un silence tendu s'installa dans la radio, avant qu'une voix ne réponde. « Commandant Foster, identification confirmée. Autorisation d'atterrir sur zone militaire accordée. Bonne chance. » Bradley tourna la tête vers elle, incrédule. « Commandant ? Vous êtes officier militaire ?» Diana garda les yeux fixés sur l'horizon. « Ancien officier de l'Air Force, spécialité atterrissage que personne n'ose tenter. » À cet instant, Richards gémit et entr'ouvrit les yeux. Il vit Diana aux commandes et se redressa péniblement. Son regard, encore flou, se chargea d'une incompréhension glaciale. « Non, ce n'est pas possible !»« Capitaine, » dit-elle sans le regarder, « surveillez la pression hydraulique. Vous êtes encore capable de ça, j'espère. » Richards obéit en silence. Dans ce cockpit, l'autorité avait changé de camp. Les nuages s'ouvrirent comme un rideau, révélant la piste oubliée, un ruban de béton fissuré, blanchi par le givre, perdu au cœur d'un océan de neige et de pin. À peine 1200 mètres utilisables, la moitié de ce qu'il faudrait pour un Boeing 757 chargé. Bradley blêmit. « C'est du suicide, aucun pilote de ligne ne tenterait ça ?» Diana répondit sans quitter des yeux ses instruments. « Exact, mais je ne suis pas qu'un pilote de ligne. » Elle bascula manuellement les volets, ajusta les gaz avec la douceur d'un musicien caressant son instrument. Ses yeux faisaient des allers-retours entre l'altimètre et la piste. Chaque mètre comptait. « Vitesse 180, 170 nœuds, 160 nœuds », annonça Bradley, la voix tremblante. En cabine, un silence pesant remplaçait peu à peu les cris. Même sans comprendre, les passagers sentaient que quelque chose se jouait, que quelqu'un tenait leur destin fermement. Diana entama le flair à quelques mètres du sol, redressant légèrement le nez, les roues principales heurtant la piste dans un grondement de tonnerre. Sans perdre une seconde, elle enclencha les inverseurs de poussée à pleine puissance. Le Boeing glissa, crachant des gerbes d'étincelles, chaque mètre de béton disparaissant sous le train d'atterrissage comme une bande vidéo qui défile trop vite. À 50 mètres de la fin, l'avion s'immobilisa. Silence, absolu. Seul le sifflement des turbines qui ralentissaient encore. Bradley se tourna vers elle, bouche entr'ouverte. « Je n'ai jamais vu ça de ma vie. » Richards blême fixait la femme qui l'avait humilié. Ses lèvres s'ouvrirent pour parler, mais aucun son n'en sortit. Diana coupa calmement les moteurs, détacha son harnais et se leva. « Vous m'aviez dit que je ne servais qu'à nettoyer les cockpits, capitaine. Considérez celui-ci comme propre. » À peine les moteurs éteints, le cockpit fut envahi par la lumière rouge et bleue des véhicules de secours. Des silhouettes en combinaison couraient sur la piste gelée, haches et trousses de soins en main. Dans la cabine, les passagers, encore hébétés, se mettaient à applaudir, d'abord timidement, puis comme une vague, jusqu'à ce que l'avion entier résonne de clameurs. L'hôtesse qui avait laissé passer Diana dans l'allée entra dans le cockpit, les yeux embués. « Commandant Foster, tous les passagers sont sains et saufs. Vous avez sauvé 342 vies. » Bradley baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Richards, lui, resta figé, les traits tendus par une prise de conscience qui avait la lourdeur d'une sentence. Il n'avait plus affaire à une hôtesse qui se prend pour un pilote. Il avait devant lui la seule personne capable d'avoir évité un désastre international. Diana ne prononça pas un mot de plus. Ce qu'elle avait à dire, elle le dirait au moment opportun. L'histoire fit le tour du monde en moins de 24 heures. Les médias parlèrent de l'atterrissage impossible, les réseaux sociaux s'enflammèrent autour du hashtag « Commandant Foster ». Une vidéo filmée par un passager, montrant Diana quittant calmement son siège pour se diriger vers le cockpit au milieu du chaos, accumula des millions de vues. Pour découvrir la vérité derrière des histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne YouTube Derrière les apparences, parce que parfois ce que vous croyez voir n'est que le début de l'histoire. L'enquête interne de Pacific Airlines révéla que Richards avait non seulement commis des fautes professionnelles, mais qu'il avait falsifié ses heures de vol. Son brevet de pilote était expiré depuis 2 ans. Il fut renvoyé discrètement, mais aucun autre transporteur ne l'embaucha jamais.
Bradley, rétrogradé sur des vols domestiques courts, fut épinglé pour plusieurs comportements discriminatoires documentés par des collègues. Son nom circulait désormais comme un avertissement, un exemple de ce que le mépris pouvait coûter. 6 mois plus tard, la grande salle de conférence de Genève vibrait d'une énergie solennelle. Plus de 5000 pilotes et dirigeants d'aéronautique venus du monde entier s'étaient levés pour une ovation qui semblait ne jamais vouloir s'arrêter. Des caméras filmaient chaque instant, retransmis en direct dans 120 pays. Sur scène, dans son uniforme impeccable de capitaine de Pacific Airlines, se tenait Diana Foster. Son pas était mesuré, son port de tête empreint de dignité. La même femme que Richards avait ridiculisée en public des mois plus tôt recevait désormais le prix d'excellence internationale de l'aviation civile. Le président de l'Association mondiale de pilotes annonça d'une voix vibrante « Mesdames et messieurs, je vous présente la première personne dans l'histoire de l'aviation civile à avoir réussi un atterrissage d'urgence sur une piste militaire abandonnée sans perdre une seule vie. » L'ovation redoubla, tonnerre d'applaudissements, éclats de flash. Diana approcha du micro. Elle marqua une pause, balayant du regard l'immense assemblée suspendue à ses lèvres. Il y a 7 mois, 2 hommes m'ont dit qu'une femme n'avait rien à faire aux commandes, qu'elle était faite pour servir le café, pas pour piloter. Un silence tomba dans la salle. Elle reprit plus ferme. Aujourd'hui, je dirige la flotte d'urgence de Pacific Airlines et je forme de nouveaux pilotes à gérer l'impossible. Au fond de la salle, dissimulé derrière les rangées, Richards écoutait, la tête entre les mains. Tout ce qu'il avait méprisé s'étalait désormais devant le monde entier. Pacific Airlines, acculé par la pression médiatique et l'admiration publique, avait opéré une mutation profonde. Diana n'était pas seulement devenue chef pilote, elle dirigeait aussi le programme Diversité et Excellence en Aviation, inspiré de son expérience militaire. Sous son commandement, 9 femmes et 15 pilotes issus de minorités avaient intégré les rangs de l'entreprise en 6 mois. Les résultats ? 0 incident majeur depuis l'adoption des nouveaux protocoles. Les méthodes de Diana, bientôt baptisées le protocole Foster, devinrent à modèle mondial. Des écoles d'aviation de 43 pays l'intégraient déjà à leur formation. Sous les projecteurs, Diana leva le menton et s'adressa directement aux caméras qui diffusaient son discours. À chaque jeune fille noire qu'on a un jour traitée d'incompétente, à chaque femme qu'on a écartée d'un poste sous prétexte qu'elle ne faisait pas le profil, à toutes celles et ceux qu'on a réduits à leur couleur de peau ou à leur genre, je dis ceci. Vos compétences parleront toujours plus fort que leurs préjugés. La salle explosa de nouveau en applaudissements, tandis que les réseaux sociaux s'embrasaient. Le hashtag Foster Protocol devint viral, symbole d'une révolution silencieuse dans l'aviation. Si vous croyez que le courage et la compétence doivent toujours triompher de l'arrogance et du mépris, abonnez-vous à la chaîne Derrière les apparences, car derrière chaque humiliation peut se cacher une victoire éclatante. Quelques mois après son discours à Genève, Diana Foster franchissait les portes d'un hangar flambant neuf, flamboyant sous les lumières du crépuscule. Sur les murs, de larges bannières arboraient le nom de sa nouvelle initiative, Fondation Diana Foster pour une aviation inclusive. Dans le vaste espace, une trentaine de jeunes, en majorité des jeunes femmes noires, latinas et asiatiques, attendaient en uniforme bleu clair. Certaines avaient à peine 20 ans. Leurs yeux pétillaient d'espoir et d'impatience, comme si le monde venait enfin de s'ouvrir. Diana s'avança vers elles avec un sourire franc. « Prête pour votre premier vol en tant que commandante en formation ?»« Oui, madame !» répondirent-elles d'une seule voix, droites comme des cadettes militaires. Elle les observa longuement, sentant dans leur regard la fierté qu'elle avait elle-même rêvé de voir un jour lorsqu'elle était élève à l'Académie de l'Air Force. Pour elle, elle n'était pas seulement une héroïne, elle était la preuve vivante que le ciel n'avait ni genre ni couleur. Chaque humiliation qu'elle avait subie, le rire des pilotes au comptoir, le mépris silencieux de sa supérieure Rebecca Walsh, la cruauté des mots de Richards étaient désormais recyclés en énergie. Cette douleur avait donné naissance à un système où d'autres n'auraient pas à subir ce qu'elle avait enduré. La Fondation, financée en partie par la prime internationale qu'elle avait reçue, avait déjà distribué 230 bourses d'aviation. 15 de ces jeunes boursières pilotaient désormais des avions de ligne. Une génération entière grandissait dans l'ombre bienveillante de Diana Foster. Pendant ce temps, Richards vivait sa propre descente. Son nom circulait dans les messageries de pilotes comme une légende d'incompétence. Un homme brisé,
abandonné par sa compagnie, isolé par ses pairs, répudié par sa famille. Chaque fois qu'il voyait un article ou une vidéo sur Diana Foster, son propre rire méprisant lui revenait comme un écho qui le hantait. Et Bradley, réduit à des vols intérieurs monotones, ne pouvait ignorer que son nom apparaissait toujours associé à la vidéo virale de l'humiliation de l'aéroport. Diana, elle, ne ressentait aucune haine. En observant ses élèves grimper à bord de leur cockpit d'entraînement, elle pensa « Leur échec a construit ma victoire, mon succès construira leur avenir. » Puis, adressant aux jeunes femmes en uniforme, elle lança « Souvenez-vous de ceci, le ciel n'appartient pas à ceux qui pensent en posséder les clés, il appartient à celles et ceux qui osent y voler. » Et ensemble, elles s'avancèrent vers les hangars, prêtes à écrire la suite de l'histoire. Le soleil déclinait sur le tarmac, drapant le ciel d'or et de pourpre. Diana Foster marchait lentement, entourée de ses jeunes élèves, toutes vêtues de leurs uniformes flambant neufs. Les turbines des avions d'entraînement ronronnaient, prêtes à rugir. Elle les observa un instant, et son esprit retourna à ce jour terrible, aux hurlements des alarmes, à la panique des passagers, aux insultes méprisantes qui avaient précédé le miracle. Tout cela semblait lointain, presque irréel. Pourtant, sans ces humiliations, sans ce mépris, rien de tout cela n'aurait existé. Diana sourit, une main posée sur le fuselage d'un appareil. Le meilleur des revanches n'est jamais de détruire ceux qui vous ont blessé. C'est de devenir tellement compétente, tellement indispensable que votre existence seule suffit à révéler leur petitesse. L'histoire du vol 837 entrait déjà dans les manuels d'aviation. Le protocole Foster était enseigné dans les académies du monde entier. Et partout, de jeunes filles comme de jeunes garçons levaient les yeux vers le ciel avec une conviction nouvelle. Là-haut, il n'y a ni barrière ni préjugés. Richards, de son côté, n'était plus qu'une ombre. On murmurait qu'il avait quitté la ville, incapable de supporter le poids de sa propre chute. Bradley, relégué à des vols de courte durée, portait chaque jour le stigmate d'avoir ri au mauvais moment. Mais Diana n'y pensait plus. Sa victoire n'était pas d'avoir survécu. Sa victoire, c'était d'avoir ouvert une porte pour des centaines d'autres. Devant ses cadettes alignées, elle lança d'une voix claire « Souvenez-vous toujours, ce qu'ils appellent votre faiblesse sera peut-être un jour votre plus grande force. » Et tandis que les jeunes pilotes montaient dans leurs avions, Diana leva les yeux vers l'horizon. Le ciel flamboyait, vaste, infini. Un ciel qu'aucun préjugé ne pourrait jamais enfermer. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez que derrière chaque humiliation peut se cacher une victoire éclatante, alors abonnez-vous à la chaîne Derrière les apparences. Parce que le monde a besoin de ces récits où le courage et la compétence brisent les murs de l'arrogance et des préjugés.